Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur The Focus, bienvenue sur votre live du dimanche 15h30. Aujourd'hui, Linda et moi, donc je suis Perle, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Linda et moi allons recevoir une invitée exceptionnelle qu'on vous présentera très vite. Juste pour petit rappel, l'émission du jour a pour thème vie freinée, comment ne pas perdre pied en tant que femme, et c'est vrai que The Focus, c'est un peu tout ça. C'est une émission qui se veut très inspirante, très motivante pour les femmes. Et aujourd'hui, nous sommes très heureuses de recevoir donc Candace Goth-Bissek, qui a vraiment un parcours exceptionnel. Mais aujourd'hui, nous allons parler à la femme inspirante, exceptionnelle que nous trouvons déjà plein de ressources. Et j'espère que par vous communiquer son énergie positive, mais également ses astuces pour gérer un peu sa vie trépidante qu'elle a. Linda, un petit mot pour notre invitée. Oh là là, Candace. Comment présenter Candace, quoi. Moi, c'est une des femmes, encore, je sais que je le dis pour toutes les femmes qu'on reçoit, mais elle particulièrement, elle a cette chose comme ça, quand tu la vois, au fait, t'as l'impression que c'est un ouragan, tu vois. Rien que par le regard, mais quand tu parles avec elle des heures au téléphone, elle est d'une plénitude, d'un calme, d'une sérénité. Je me dis, mais mince, Candace, comment tu fais? Comment tu fais pour avoir une vie aussi waouh, aussi un coup tu es à Genève, un coup tu es au Cameroun, parce que moi j'avais rencontré Candace au Cameroun, c'était en quelle année, je sais même plus, en 2015 je crois. Ouais, 2015, c'était à Digital Thursday. Ah bah oui, effectivement. Donc ça remonte un peu à 2015. On n'a pas trop eu l'occasion de se parler. Et comme je suis un peu en mode, on est tous en mode un peu big bull, je me dis Candace, faut que je la suive à la trace, on sait jamais. Et là, franchement, je suis vraiment pas déçue d'avoir en guillemets un peu dans une partie de ma vie Candace, parce qu'elle est vraiment inspirante. Et comme on n'est pas égoïste dans le focus et qu'on a réussi à accepter que la direction puisse nous permettre en guillemets de faire venir Candace, et que Candace aussi a accepté de prendre 1 heure de son précieux temps pour qu'elle puisse échanger avec nous sur ce sujet combien je crois qu'il va vraiment plaire à beaucoup de personnes. Comment tu fais, Candace, qui tu es? Tu vas mieux te présenter que moi, parce que je suis vraiment pas objective, et je préfère que toi tu dises qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent de toi? Qui es-tu, Candace? Ok. Donc de manière générale, je me définis comme une citoyenne du monde, d'origine africaine et plus spécifiquement d'origine camerounaise. Je suis passionnée de développement personnel, d'innovation, de voyage et un peu de sport. Mais j'ai grandi au Cameroun, dans une petite ville qui s'appelle Edea, entre Douala et Yaoundé. À l'université, je suis allée à Yaoundé, la capitale. Puis, quelques années plus tard, j'ai étudié du droit, parce que je voulais devenir avocat et avoir l'opportunité de dire objection, votre honneur, comme à la télé. mais finalement, j'ai eu un début de carrière professionnelle, enfin un peu structuré chez Orange en Côte d'Ivoire, dans leur service contentieux. Et c'est là que j'ai réalisé... je réalisais déjà un peu à la fac que j'avais pas envie de faire du droit, en fait. J'ai envie de faire un truc qui bouge, parce que pendant que j'étais à l'université, j'ai toujours été très débrouillarde. J'ai fait 60 000 petits boulots en même temps, souvent mannequin, hôtesse, jouer du basket, commercial, etc. Et ce dynamisme-là me manquait, en fait. Donc j'ai fait un shift qui a été créé par une opportunité comme assistante commerciale dans une boîte qui distribuait des produits de télécom, Orange entre autres. Et j'y suis restée, je suis montée en responsabilité, je suis devenue responsable commercial et marketing. Après c'était une PME, donc c'était pas si compliqué que ça. Mais j'ai atteint un plafond de verre où j'ai réalisé que, en fait, au sommet de la hiérarchie, il y avait et il y aurait toujours soit des expatriés, soit des personnes dont le profil était similaire à ceux d'expatriés étudiés à l'étranger, etc. C'est comme ça, aussi motivé par l'envie d'échapper à une relation physiquement abusive, que j'ai décidé de quitter la Côte d'Ivoire et de reprendre mes études dans l'école de commerce à l'ESSEC en l'occurrence. Et c'est comme ça que j'ai eu l'ESSEC, et ça a été le commencement de ma nouvelle vie, c'est-à-dire mon compte de fait professionnel, c'est-à-dire là où cette partie de mon CV auquel les gens m'identifient souvent. J'ai passé par L'Oréal, j'ai fait des missions de conseil en innovation, j'ai travaillé et vécu à Singapour, j'ai travaillé un peu en Chine aussi, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil à Paris, et c'est quand je travaillais dans ce dernier cabinet de conseil à Paris sur des projets en rapport avec l'innovation et les marchés émergents que j'ai été approchée par un chasseur de tête pour entrer diriger ce qui allait devenir plus tard Jumia, start-up de commerce en ligne au Cameroun. Et c'était là la deuxième vraiment gros push de ma carrière où j'ai pu... Bon, faut savoir que pendant que je faisais mes études, je faisais beaucoup de coaching en parallèle. C'est rentré dans ma vie un peu par hasard. J'avais besoin d'un petit boulot et j'avais réussi à entrer en école de commerce, et il y avait un ancien de l'ESSEC qui avait
une espèce de prépa privée où il coachait des étudiants pour rentrer dans des écoles. Et il m'a recruté, en fait. Enfin, j'étais en freelance de toute façon à mon propre compte, mais il m'a prise dans ses équipes pour coacher des jeunes, pour leur apprendre à structurer leur parcours dans les processus d'admission, notamment les entretiens, etc. Et je me suis jamais sentie aussi vivante, aussi accomplie, aussi utile. Et ça, c'était après mon expérience chez L'Oréal. Et à partir de là, le coaching m'a jamais lâché. Donc, à chaque fois que je faisais une avancée dans ma carrière, je coachais les gens sur l'étape juste derrière. Tu vois. Donc, j'étais en école de commerce et j'apprenais aux gens à rentrer en école de commerce. J'ai trouvé mon premier boulot post-école de commerce. J'apprenais aux gens à naviguer le processus de recrutement, se démarquer, etc. Même quand on a des profils un peu atypiques comme le mien. Et en l'occurrence, c'est après ça que je suis partie au Cameroun. Au Cameroun, ce qui m'a pris dans la mission, dans le rôle de country manager, dans ce qui allait devenir Jumia par la suite, c'était la possibilité de monter une équipe, de coacher les talents locaux pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de l'e-commerce au Cameroun, mais aussi, des experts de l'e-commerce au Cameroun, mais aussi au-delà, et coacher des entrepreneurs, donc qui étaient un peu nos clients, pour utiliser Internet pour vendre, pour générer plus de revenus, parce qu'on était une marketplace, on n'avait pas la propriété des produits, on permettait à des commerçants et entrepreneurs de vendre leurs produits sur notre plateforme. Et quelques années plus tard, au bout de cette aventure Jumia très satisfaisante, très gratifiante aussi, parce que j'ai eu un bel accueil du public camerounais, de la presse camerounaise, des entrepreneurs camerounais. Le problème, c'était que j'étais un peu mariée à mon travail, qui était quand même assez épuisant, très intense. Et pour me reconnecter à mon essence, en fait, j'ai recommencé à me poser la question de qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui me passionne vraiment, etc. Donc j'ai eu la chance pendant mon travail de faire pas mal d'interventions publiques, de conférences, etc. de plus en plus, et même dans les médias. Mais j'ai eu l'opportunité d'enseigner en cours du soir dans une université de la place, en fait, les sujets d'innovation, de créativité, d'e-commerce. Et malgré le fait que j'étais épuisée, le cours que je donnais de 19h à 21h30 à peu près, c'était le moment où je me sentais le plus vivante de la journée, en fait. Et j'ai fait ça 2-3 semestres d'affilée, et j'ai réalisé que non seulement le coaching me manquait, j'avais envie de travailler dans un environnement plus panafricain, j'avais envie de revenir dans cette logique de transmission que je faisais à travers de conseils, que je faisais à travers de coaching. Et comme les choses sont bien faites, et que la vie, Dieu, l'univers, parfois, nous entend plus qu'on ne le pense. Au moment où je décide que je vais quitter Jumia, même si je ne sais pas encore ce que je vais faire, moins de 6 mois plus tard, je reçois un email qui me présente ma prochaine opportunité avec l'université de Stanford, à travers laquelle j'ai pu coacher des entrepreneurs à faire grandir d'échelle leur business par l'innovation à travers l'Afrique de l'Ouest et le Cameroun. Je suis restée là-bas un peu moins de 2 ans, et quand j'étais là-bas, j'ai été contactée pour les Nations Unies pour le projet qui m'a menée ici à Genève pour accompagner des femmes entrepreneurs dans le numérique. Voilà. Donc on est toujours dans une logique de transmission, empowerment, entrepreneuriat, etc. En sachant que parallèlement, j'ai créé aussi mon entreprise de coaching, Black Roses Mentors, globalement, qui aide les femmes entrepreneurs d'Afrique et de sa diaspora au sens large, qui veulent bâtir ou évoluer vers la carrière qui les fait vraiment vibrer et attirer des opportunités hors du commun. Voilà. C'est un résumé, hein. Je tiens à le préciser, c'est un résumé. Tu parles vraiment très très bien résumé. Je suis partie. Et donc, quand on entend ça, tout de suite les questions fusent. Hein. Enfin, comment tu fais pour être... C'est ça, au fait, parce que je pense qu'il y a plein des auditrices que nous avons et qui nous suivent, et qui nous écrivent parfois hors radio, qui nous envoient des mails, qui aiment bien ce qu'on fait et tout ça, en ce type de questions, et je trouve que ça peut les aider, les intéresser même, de savoir, ok, j'ai 2-3 projets en plus du fait d'être maman, en plus du fait d'être salarié, machin, j'ai aussi envie d'avoir un projet associatif à part, mais je ne trouve pas le temps, mais j'ai pas vraiment, mais ça me manque, j'en ai vraiment besoin. Comment j'arrive moi à me dire, ok, je peux le faire, juste une question peut-être d'organisation, mais même quand je suis en plein dedans, comment je fais pour ne pas perdre pied, pour me retrouver moi? Tu parlais justement de ton essence, de qui tu es, ça demande aussi beaucoup de courage, parce que quand tu es dans une position, que c'est celle que tu avais du moins chez Jumia, à l'époque je me rappelle, le Cameroun, en tout cas c'était très bien, c'était une entreprise, une start-up vraiment bien
plutôt bien placé au niveau des acteurs économiques locaux. Quand tu as ce poste-là, tu ne penses, enfin en tout cas la majorité des personnes ne pensent à aucun moment partir de là. Mais là, comme tu l'as dit, tu avais besoin de te reconnecter à ton essence. Comment tu as fait ce processus-là? Faut savoir que je suis naturellement très introvertie. Et en plus, mon signe astrologique, c'est Cancer. Qu'on y croit ou pas, à l'astrologie, enfin, les cancers, c'est des personnes plutôt sensibles et relativement intuitives. Et ce qui a fait mon succès professionnel, c'est que je travaille avec le cœur. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai pu m'affranchir professionnellement de la pression de « il me faut juste un travail pour avoir de l'argent à la fin du mois », j'ai commencé à choisir des postes parce que la job description me faisait vibrer ou la mission me faisait vibrer. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de retourner chez Jumia, parce que pour être très transparente, j'avais aucune intention de repartir au Cameroun à ce moment de ma vie. Mais voilà, un coup de cœur m'a mené chez Jumia, et comme beaucoup de relations, à un moment donné, j'avais beaucoup donné, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées, l'entreprise a évolué, et je sentais le feu s'éteindre en moi. Il y avait une évolution qui se passait autant du côté de l'entreprise que de la mienne. Il y avait aussi un peu d'usure liée à tout un tas de choses. Et l'appel du cœur est revenu. Il faut savoir que c'est plus facile pour moi d'écouter mon cœur aussi parce que je suis très indépendante dans le sens où je ne ressens pas le besoin d'être populaire. Je ne ressens pas le besoin de sortir pour exister. C'est quoi? J'aime. Voilà. Donc, c'est très facile pour moi très facile, façon de parler, mais c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer mon énergie et mes priorités, sachant que je n'ai aucun scrupule à dormir vendredi à 21h30 si j'ai besoin d'avoir l'énergie pour avancer dans mes projets parallèles le week-end. En l'occurrence, faut aussi dire que Jumia au Cameroun m'avait donné tout ce que ça avait à me donner. J'ai eu la satisfaction de bâtir une équipe, de construire de vrais profils qui sont passés de débutants, parfois stagiaires, à managers qui vont en mission à l'étranger. J'ai eu la satisfaction de voir des micro-entrepreneurs ou des étudiants devenir millionnaires en francs CFA, juste parce qu'ils ont utilisé notre plateforme et ça les a fait exploser. J'ai eu la satisfaction d'être invité sur les plus grandes plateformes, de faire des couvertures de magazines extraordinaires, d'aller dans des ministères, à la présidence. Enfin, j'avais tout fait et c'était bien, mais je me manquais. Je me manquais à moi-même, en fait. Et je me suis dit, bon, j'ai tout fait à ce stade. J'ai dit au début que je me définissais comme une africaine citoyenne du monde. J'ai une identité panafricaine très forte. Ma carrière professionnelle a commencé en Côte d'Ivoire et mon cercle d'amis, même s'il est de manière prédominante africain, il est extrêmement cosmopolite. Il n'y a pas nécessairement une large domination de Camerounais si on retire ma famille. Donc, voilà. Il y avait l'appel d'autre chose. Et pour moi, c'était parce que je n'avais rien à prouver, parce que j'ai jamais été quelqu'un de populaire, qui a des choses à prouver, etc. Ben, je suis venue au Cameroun. Il était temps de repartir, faire autre chose pour rester fidèle à moi-même. Et de la même manière, quand j'ai intégré l'école de commerce à l'époque en 2009, la tendance était de faire de la finance. Pour les Africains, il fallait faire de la finance, il fallait faire de l'argent, etc. et tout ça. J'étais très alignée avec ce raisonnement. Je n'étais pas douée. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça me faisait pas vibrer. J'ai dit, ce truc-là, ça va me faire souffrir. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'innovation, c'est le numérique, etc. Moi, c'est des sujets depuis que je suis tout petite. Ça m'a toujours fasciné et c'était l'occasion de le faire. Mes frères du continent m'ont dit, mais tu n'es pas très structuré, tu fais pas des choix très ambitieux, qu'est-ce que tu fais? Faut faire des vrais trucs pour gagner le vrai argent. Mais j'avais pas la force, j'avais juste pas la force de me fouetter, alors que la vie en France me fouettait déjà, le besoin de survie me fouettait déjà. Je dis, quand je m'assieds dans la salle de classe, je vais écouter des choses qui m'intéressent, en fait. Et long story short, quelques temps plus tard, au final, ça a payé parce que j'ai fait partie de cette vague un peu pionnière d'Africains qui sont rentrés diriger des entités de Jumia sur le continent. Donc, au final, c'est pas toujours sexy, les choix de cœur, mais à moyen, long terme, quand tu es authentique vis-à-vis de toi-même, ça te permet je trouve, de retomber assez bien sur tes pattes, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça, cette confiance en moi et cette indépendance émotionnelle qui m'a permis à chaque fois de faire des choix qui paraissent pas toujours intuitifs ou lucratifs pour les autres, on va dire. J'ai super envie de rebondir. Je ressens beaucoup dans le discours de Candace, beaucoup retour à soi, être soi-même, avoir un emploi qui fasse vibrer, faire des choix en accord avec, je pense, les valeurs et les convictions. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou c'est venu après coup dans la vie, par un parcours de vie, quelque chose qui a déclenché
dire, cette vision de la vie. Parce que les gens entre nous, surtout en France, hein, on va le dire, et sûrement ailleurs, on prend beaucoup de travail pour payer les factures, parce qu'on est un peu obligé de faire face à un certain nombre d'obligations, on va dire, au-delà d'être sociale, mais ne serait-ce que financière, hein, parce qu'il faut bien vivre. Comment on arrive comme ça à se détacher de tout ça? Est-ce que c'est instinctif ou il y a eu un parcours, un élément dans la vie qui a fait que finalement, tu deviennes comme ça en fait? C'est vrai que on court tous, on est tous dans cette course qui s'appelle la vie, mais on part pas tous du même endroit, que ce soit de parcours familial, opportunités, etc. Dans mon cas, il y a quand même le début de ma vie d'adulte. Le mot clé, c'est survie. C'est survie, c'est coups durs, c'est désespoir, c'est isolation, c'est mauvaises décisions, etc. Donc pendant longtemps, ma logique c'était la survie. C'est la survie qui m'a mené à l'ESSEC, c'était la survie de luxe parce que j'ai eu la chance d'aller là-bas. Mais l'idée c'était m'échapper, mais m'en sortir et bâtir une carrière qui me permet d'avoir plus d'opportunités que en restant juste sur le continent. Je pense qu'en fonction de où on est dans la pyramide de Maslow des besoins, on fait des choix différents. Et je pense que chacun doit respecter l'étape où il est. Quand on est à l'étape survie, en mode je ne sais pas si je vais payer le loyer le mois prochain, je suis même pas encore sortie d'école, donc mon expérience n'est pas très attractive pour les employeurs, etc. C'est important de survivre et de se focaliser sur la survie. Par exemple, quand j'étais en école de commerce, c'était assez habituel d'avoir la tendance commençait à monter d'avoir des jeunes Français qui disaient le meilleur moment pour monter sa start-up, c'est dès qu'on sort d'école parce qu'on n'a pas encore de gamin, on n'a pas encore de crédit, faut sauter tout de suite, on n'a rien à perdre, c'est super, etc. Nous, on avait les problématiques de crédit étudiant à rembourser, les cartes de séjour, je ne sais plus qui était au gouvernement, mais à l'époque, là, le vocabulaire, quand même, c'était fait renvoyer les étrangers chez eux. Donc, nous, on n'avait pas le temps de faire les expérimentations, d'improviser des startups à la sortie de l'école. Il nous fallait l'argent, il fallait le contrat de travail, il nous fallait le permis de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faire un choix qui était purement du cœur n'était pas forcément évident. Cela étant, même dans une logique de survie, si j'avais 3 choix, j'allais souvent systématiquement prendre celui qui m'apaisait le plus en fait. Par exemple, au sortir d'école de commerce, quand je cherchais mon premier contrat post-école, j'ai eu des offres de 2 cabinets de conseil différents. Un qui est très reconnu sur la place, un qui est un peu plus spécialisé sur le numérique, marché émergent, que la moyenne des gens ne connaissent pas. Les salaires, l'un est payé un tout petit peu plus que l'autre en plus, tu vois. Mais juste l'intuition et la nature des projets de l'un ont fait que j'ai basculé vers l'autre. Donc, c'est important et d'ailleurs, quand je dis que j'ai fait des trucs de coaching, etc., c'est d'abord la survie. Moi, j'avais parfois 2-3 boulots en même temps que les secs. Mais ces 2-3 boulots, j'essayais de les choisir dans des domaines qui me faisaient vibrer. C'est-à-dire que je sais que je ne serais pas, je sais pas, la meilleure femme de ménage du monde. Donc, je vais pas chercher des petits boulots de femme de ménage parce que je sais que c'est pas ma zone of genius. Je sais en revanche que tout ce qui est communication, transmission, je le fais sans trop souffrir. Donc, c'est ce que je vais choisir. Donc, même ma logique de survie, j'essaie de calibrer en fonction de mes préférences et de mes coups de cœur pour que je reste toujours un peu sur une fréquence qui me permet de nourrir mon intuition, de nourrir mon cœur, quoi, en quelque sorte. Je sais pas si c'est clair, mais quand on est dans une phase de survie, il faut se concentrer sur survivre. Mais si on a une petite marge de survivre dans un domaine qui ne nous dit rien, mais il faut y aller, mais de survivre dans un autre qui nous intéresse un tout petit peu, il faut toujours choisir celui qui nous intéresse un tout petit peu plus si le différentiel de revenus n'est pas spectaculaire, ou alors si celui qu'on aime bien, nous permet de réaliser le minimum. Voilà. Et ça, je pense que ça dénote une certaine force de caractère parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont très happés par le côté la grosse boîte. Je travaille chez un tel dans une grosse structure, mais je vais caricaturer au plus bas de l'échelle. Tu as parlé tout à l'heure effectivement d'être dans une start-up, donc celle qui est devenue ensuite Jumia, parce qu'il t'a faire, parce qu'il t'a très vite monté les échelons et tout ça. Mais en général, c'est dans les petites structures qu'on monte vite les échelons quand on sait se valoriser par son travail.
Parce que les grosses structures, j'ai rien contre elles, mais vous n'êtes qu'un numéro, vous n'avez rien apporté de plus. Hein. Ça existait avant que vous n'arriviez, ça existera, j'espère pour elles, après votre départ. Mais par contre, une start-up, encore quand tu es justement parti dans cette entreprise-là par le cœur, et que tu travailles avec le cœur, tu ne comptes plus tes heures parce que c'est le cœur qui est, tu n'as même plus l'impression de travailler parce que tu es bien là-dedans, et que tu vois ensuite les progrès de trucs, vous passez de 2-3 salariés à 4, 5, 6, 10, et puis derrière, ça fait la une des journaux dans plein de pays d'Afrique. Ah mais ce que tu ressens là, c'est priceless. C'est priceless. Je sais pas qui est le fondateur, je sais pas de L'Oréal, de Total, toutes les grosses structures africaines. Même Dangote, là, par exemple, Simon, là, Dangote. Je veux dire, il faut dire que j'ai contribué à l'émergence de Dangote. On s'en fout de ce que tu faisais, même si t'es balayeur. Ça, je dis que mince. Tu te trouves petit. Toi, la petite DJ ou cadre dans une grosse structure, tu ne regardes un numéro au final de cette structure-là qui est certes à un grand rayonnement, mais t'es un numéro. C'est pas pour dévaloriser, hein, encore une fois. C'est pour dire effectivement que suivre l'appel du cœur, ça fait particulier. Encore faut-il être en guillemets patient et le faire vraiment avec le cœur. Et ça, c'est absolument. Après, par exemple, je me rappelle quand je suis arrivée en école de commerce, j'avais du mal à choisir parce que on disait voilà, faut choisir les filières, etc. Je savais que j'étais passionnée par tout ce qui était innovation, numérique et tout ça, mais je ne voyais rien qui me faisait vibrer en tant que tel. Donc j'ai travaillé sur des projets d'innovation à l'école en collaboration avec d'autres écoles et des entreprises françaises, et je me suis dit tiens, puisque j'arrive pas à choisir, je vois rien qui me fait vibrer, je vais être consultant. Consultant, tu touches un peu à tout, tu fais plein de trucs différents, tu apprends, c'est comme le prolongement de l'école, mais t'es payé, c'est super, quoi. Mais les cabinets de conseil prestigieux qui venaient faire des présentations à l'ESSEC, à l'époque, me disaient que, oui, mais il faut, les gens qu'on prend en stage, c'est des gens qui sont passés d'abord, ou qu'on recrute d'ailleurs, c'est des gens qui sont passés d'abord par de belles grosses boîtes. Donc, allez d'abord faire vos armes, surtout vous les étrangers, hein, les cursus pas très compréhensibles. Allez d'abord faire vos armes dans une belle boîte qui vous valide professionnellement, et après revenez vous voir. Et c'est comme ça que je suis allée, j'ai commencé ma vie professionnelle en France chez L'Oréal. Et chez L'Oréal, c'était pas un choix du cœur. La marque était belle. Je n'ai jamais eu cette appétence pour, je sais pas, la cosmétique, je sais pas quoi, je suis pas vraiment une fashionista. Mais c'était une belle marque qui allait, c'était en marketing, donc plus proche de mes affinités que la finance. Ça va me permettre de rentrer après dans des cabinets de conseil. Mais c'était pas un choix de cœur, mais j'ai énormément appris. Et je pense que c'est ça l'avantage des grosses boîtes. Parce que elles sont obligées d'être structurées, elles ont des méthodes, elles ont un réseau, elles ont un machin, et elles ouvrent la porte après. Parce que je ne suis pas sûre que s'il n'y avait pas 2-3 noms sympathiques sur mon CV, mes employeurs après, pour lesquels j'ai eu des coups de cœur, m'auraient ouvert la boîte, les bras à temps, de manière aussi large, quoi, tu vois. Après, c'est à chacun de savoir à quoi chaque étape lui sert. Est-ce que on se sent en phase avec soi-même en restant un L'Oréalien comme il s'appelle toute sa vie, ou est-ce que on utilise ça comme une opportunité de contribuer, de recevoir et d'aller un peu plus loin. Et donc, voilà. Alors là, ce que tu dis là, ça me fait une petite piqûre de rappel en plus, parce que c'est ce que je me suis dit moi il y a quelques années aussi, parce que quand j'étais chez Saint-Laurent, pareil. Tu vois, tu vois de petits contrats CDD ici et là. D'ailleurs, moi, j'ai terminé avant mes études, post pour mon MBA, j'ai fait le fameux stage de fin d'études, tu sais, de 6 mois. Donc, je suis chez Saint-Laurent, j'ai adoré parce que c'était effectivement une expérience mais qui m'a vraiment changé. Tu travailles vite, tu travailles bien, tu es obligé parce que voilà, il faut bien que la perfection existe dans ce monde-là, quoi. T'as pas droit à l'erreur. Bon, bref, on va pas se faire un schéma, ça c'est dit. Et du coup, à un moment, je me dis, mais ok, c'est prestigieux, ok, c'est bien, mais gars, c'est pas l'objectif de vie que je voudrais avoir. Bon, c'est beau, hein, la mode, en tant que femme, moi, j'aime beaucoup aussi. Mais dans 15 ans, dans 20 ans, je ne vois pas au même poste. Donc, quand tu vas un peu négocier, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Et quand tu fais comprendre que non, reste encore un peu là-bas. Je dis non, c'est pas ce que je veux. Et j'ai eu cette dame-là, je me rappellerai d'elle toute ma vie. Si elle nous écoute un jour, si je la vois un jour, je lui tomberai dans les bras. Elle me prendra forcément pour une folle, parce que je suis pas sûre qu'elle se souvienne de moi, pardon. C'était la DRH du Saint-Laurent France, qui, lorsque du haut de mes petits 22 ans, je lui dis mais merci pour le énième poste de CDD que vous me proposez, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais un autre poste comme ça, et je lui dis que je ne peux pas accepter. Elle se lève, elle va fermer la porte de son bureau, elle me dit jeune fille, vous avez raison, continuez, courage, bon vent. Si vous voulez une lettre je sais pas, moi, pas de motivation, mais une lettre de recommandation, de référence, je vous la fais. Et cette dame-là, c'est pas que j'attendais son approbation, mais je m'attendais tellement pas à ce qu'elle réagisse comme ça, que la petite peur que j'avais là, j'étais en mode,
yes, je suis trop forte. Mais bon, quand je sors de là, je me dis, Lina, qu'est-ce que tu as fait? Franchement, tu vas faire quoi après? Comment tu as pu faire un truc pareil? Bon, bref, c'est déjà fait, mais mine de rien, j'ai suivi effectivement mon cœur. Tu fais ça 2-3 fois, tu acceptes par dépit parce que tu espères que. Mais au fond, tu te dis, voilà, si tu crois après au cosmos, à Dieu, tout ce que tu veux, il n'y a pas de mauvais chemin. C'est juste une manière que te dit, ma fille, là-bas, là, c'est pas bon, change. Et tant que tu n'as pas ça en tête, tu vas continuer à faire entre guillemets les mêmes erreurs jusqu'à ce que tu te dises, bon, ok, j'ai épuisé mon stock d'erreurs à assumer, là, je vais faire autre chose. Et c'est vrai, moi, je te rejoins à 1000%. Suivre son cœur au-delà de ce que peut dire quand même l'entourage. L'entourage proche, et puis l'appel moi les réseaux sociaux, j'ai un peu de mal, je me tire une balle dans la jambe en disant ça, parce que on est un média local, on a un média web, mais il n'empêche que les réseaux sociaux, ils ont cette force-là, effectivement, de faire converger des personnes qui ont de beaux parcours et de belles, j'appelle ça des belles âmes. Mais il y a une partie aussi qui est très forte, ce côté un peu pseudo-popularité qui ne sert absolument pour moi à rien. Excusez-moi, j'entends tout de suite les gens il y a tellement de femmes, pour rester sur les femmes, qui font des choses exceptionnelles et qui ne sont pas suivies par 10 000 personnes parce que anyway, elles impactent les gens dans la vie réelle. Ça, en fait, ce que je trouve très beau et qui arrive à ne pas justement être appelé par les sirènes, j'appelle ça les sirènes des réseaux sociaux. Excusez-moi. C'est le mot exact, les sirènes. Hein. Ça m'aide pas à rester sereine parce que même si je suis forte, quand tu ouvres Twitter et qu'on t'insulte parce que les gens ont mal interprété un mot que tu auras dit hors contexte, c'est difficile de rester toi et de continuer à faire ce qui te passionne par le cœur quand tu as une flopée des gens qui t'insultent. Donc peut-être tu restes merci beaucoup, mais je trouve ça très beau. C'est pas que les gens, je pense que la manière dont les gens interagissent sur les réseaux sociaux, c'est aussi très lié à leur parcours personnel, à leur personnalité, etc. Moi, j'ai eu la chance et la malchance de m'affranchir assez tôt de l'approbation des gens parce que je ne l'avais pas. Je suis très grande, je fais 1m83. Donc depuis que je suis toute petite, j'ai souvent reçu des moqueries, des choses comme ça. En plus, mes parents avaient leur philosophie de vie. Globalement, j'étais ni fashion, ni populaire, ni la permission de sortir, ni quoi que ce soit. Et en plus, j'ai pas nécessairement été précoce sur les histoires de garçons. Donc, j'ai été habituée à ne pas avoir l'approbation populaire. Quand tu as tout ce type de caractéristiques-là, tu es la cible de toutes les moqueries à l'école. Donc, j'ai toujours intégré que les gens vont se moquer de toi. Ok, les gens vont trouver que tu n'es pas assez bien. Ok, donc je n'ai plus qu'à faire ce que je veux puisque de toute façon je pars perdant. Ça t'affranchit pas mal en fait, en quelque sorte. Et aussi, j'ai dû mûrir en accéléré, que ce soit par rapport à des choses qui sont passées dans le contexte familial ou personnel ou cette relation un peu toxique et physiquement abusive dans laquelle je me suis retrouvée. J'ai dû grandir très vite, loin des yeux du monde en fait, et vivre des choses très sombres. Donc, quand je ressors de cette partie sombre de ma vie et que j'ai une deuxième chance en intégrant l'école de commerce, etc., et ils sont là, les ténors prestigieux des réseaux africains qui ont tout compris à la vie, qui font des comparaisons de CV de « alors, tu es dans quelle boîte en ce moment ouais, tu fais quoi ?» et tout. Enfin, voilà. Salaire comme de zéro. Exactement. Sachant que moi, j'ai d'abord un parcours bizarre, je me suis retrouvée dans telle situation, etc. À un moment, tu es en mode, je vais juste faire ce que je veux parce que je serais pas d'accord. Et au final, c'est comme disent les anglo-saxons, a blessing in disguise. En fait, tu as d'abord honte un peu de ton parcours atypique, du fait que tu n'es la fille de personne, que quand tu rentres au pays, il n'y a pas une maison qui t'attend ou quoi que ce soit. Et puis tu réalises que non, mais en fait, je suis libre. Je peux faire ce que je veux. Je ne rentre pas au pays parce que j'ai la pression de tout le monde rentre au pays. Je rentre parce qu'il y a une opportunité qui m'est appelée. Et puis, je suis rentrée au pays et j'ai maximisé ce que je pouvais faire au pays. Et puis, je réalise que j'ai envie d'aller ailleurs. J'ai envie d'un truc plus panafricain. Et j'encourage tout le monde à se poser la question de quelle décision je prendrais si l'opinion des autres, la honte, mes parents, la famille, la culpabilité, le voisin, les réseaux sociaux ne me regardaient pas. Qu'est-ce que je ferais? Et le jour où on arrive à prendre des décisions, c'est-à-dire à se poser la question et réaliser que mais la décision serait pas tellement différente, c'est le commencement du bonheur en fait, de mon point de vue. J'ai la chair de poule, ça se voit pas là, mais j'ai la chair de poule. Pourtant il fait 30 degrés, hein. Donc c'est vrai. Mais j'ai la chair de poule. Bon, vous voyez les discussions, on a une discussion entre filles, mais est-ce que vous voyez la profondeur de la chose? Ça a l'air bête, mais mince. Quelle est la décision que tu prendrais ce soir devant le miroir?
Moi, la première. Moi, la première. Non, mais c'est très vrai ce qu'elle dit. C'est beaucoup de, dans enfin, vraiment ce que je ressens après, toute coopération, enfin, sans garder, hein, on n'a pas totalement la même histoire, mais c'est vrai qu'on se rejoint sur un point, c'est que le regard des autres, moi j'ai vécu longtemps, toute petite, ma petite histoire, bon j'ai un vitiligo, donc j'ai une histoire un peu particulière par rapport à l'image, le fait d'être pas populaire, d'être moqué, d'être toujours un peu la montré du doigt tout le temps, tous les jours, que je faisais, enfin, il y a un moment donné de sa vie, on se dit, je fais ce que j'ai envie de faire, je fais ce qui me fait voilà, me faire vibrer à un moment donné, et puis pour pouvoir juste être moi, me sentir un peu mieux. Alors c'est vrai que ça demande quand même à un moment donné un peu de courage, parce que souvent, et moi je le vois à mon grand désespoir dès maintenant, enfin j'ai j'ai 3 enfants, mais 2 qui sont en primaire, et ma fille elle est déjà en mode faire comme les autres, essayer de rentrer dans le moule, surtout pas, enfin, hors cadre. Et à chaque fois, je lui dis, tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Mais ça demande beaucoup de travail. Moi, en tant que mère, je le sens, mais je pense aussi, en elle, un travail à faire, et ça commence tout petit. Bon, des fois, on n'a pas le choix, quelquefois, parce que, à un moment donné, on a une force de caractère, un peu comme Candace, on se dit, j'y vais. Mais je pense qu'il y a aussi un combat à mener, c'est celui-là envers les filles, entre guillemets, ou les hommes qui n'ont pas de différence en tant que telle. Ouais. Leur dire, t'es pas obligé de faire comme tout le monde, quoi. Écoute un peu, fais ce que te fait vibrer, ce dont on te faire. Et c'est sur les enfants. Excuse-moi de t'interrompre, mais sur les enfants, moi, quand j'étais petite, parce qu'en plus, mon père, il était woke, paix à son âme, il était woke avant que woke soit à la mode, tu vois. Je m'appelle Candace parce que c'était le titre des reines dans un ancien royaume d'Afrique de l'Est, etc. Enfin, tous mes frères, on a des noms de pharaons, de machin et tout ça. C'est très sexy aujourd'hui, à l'école primaire, c'était un peu moins. Tu vois, même sur les choix vestimentaires, tout un tas de trucs. Enfin, mes parents, ils étaient dans leur truc africain, renaissance, machin, ça me saoulait, tu vois. Et moi, je voulais juste comme tout le monde. J'ai dit à mon père quand j'avais 5 ans, papa, je voudrais m'appeler, est-ce qu'on peut changer de prénom? Il me dit pourquoi? Je dis parce que je veux m'appeler Caroline ou Karine. Il me dit pourquoi? Parce que je veux voir mon nom dans les livres. Je veux me voir dans les livres. On ne trouve jamais mon nom nulle part. On voit Myriam, on voit Philomène, on voit pas Candace. Et mes parents sont toujours restés sur leur positionnement de tu es très bien comme tu es pas obligé d'être comme les autres. À un moment, j'avais même un complexe sur ma couleur de peau parce qu'on se moquait de moi. J'ai grandi derrière avec beaucoup de soleil. J'avais pas la couleur de la Suisse maintenant, j'étais beaucoup plus foncée. Et on se moquait de moi parce que, en comparaison, certains de mes camarades étaient un tout petit peu plus clairs, tu vois. Et je disais à ma mère, et ma mère, elle s'énervait, elle dit que mais non, ta couleur est parfaite, etc. Donc pendant des années, j'étais en mode mes parents me dérangent, mais bien plus loin pour revenir sur ta fille, quand il a fallu prendre mes décisions pour moi, c'est-à-dire, quand je regardais dans le rétroviseur, il y avait cette voix de mes parents qui m'énervait à l'époque, mais qui me disait, tu peux faire ce que tu veux, et je me suis approprié ça, tu vois. Donc, le travail que tu fais maintenant, qui te donne l'impression que, elle veut rentrer dans le moule, mais on leur dit, ça va se stocker quelque part là, et ça remontera le moment où il faudra que ça remonte, je pense. Ah, c'est plutôt rassurant alors. Ouais. T'es pas perdu. Non. Ouais, non, c'est sûr. Avec ça rassure parce que, effectivement, moi j'ai une question qui me vient, et à toutes les deux, enfin, je réfléchis à haute voix comme ça. Est-ce que aujourd'hui, la force de caractère qu'on peut avoir, tu sais, le courage de se dire, je vais écouter qui je suis, est forcément dû au fait qu'on ait vécu des histoires très compliquées, très difficiles. Est-ce qu'il y a une corrélation forte? Est-ce qu'il faut pouvoir avoir cette force de caractère-là, il faudrait absolument avoir quelque chose de difficile, ou la personne qui est bien née avec une cuillère d'argent dans la bouche peut également aussi avoir cette force-là, parce que il faudrait pas que les gens se disent que toi tu as tout, on t'a tout donné, donc tu n'es pas assez fort, tu n'as rien. Récemment, parce que j'ai 2-3 personnes dans mon entourage quand même que je connais qui ont pas d'apparence, qui d'un point de vue matériel, émotionnel, tout ça, ont tout eu, mais n'empêche qu'elles ont quand même développé cette force-là en elles et qui, elles ne se reposent pas sur leur vie, justement, animée, parfaite pour certaines, mais veulent en faire plus. Donc, c'est vraiment important de se dire, effectivement, savoir qui on est et de se dire, je m'écoute, indépendamment de ce que j'ai pu vivre, même si ce que j'ai pu vivre a de l'impact dans ce que je suis aujourd'hui. Et je me parle dans ma question. Non, mais en fait, ce que j'ai cru comprendre, et tu peux me dire si je me trompe, c'est que, ok, ça paraît être assez naturel quand on a vécu des choses difficiles, de pouvoir être soi-même, se recentrer, etc. Mais est-ce à dire que les personnes qui ont eu une enfance épanouie tant sur le plan matériel et émotionnel, est-ce que
ça veut dire que, entre guillemets, c'est perdu pour elle, en fait, cette capacité à être authentique, à être soi-même. Mais je pense que non, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a des gens qui ont vécu des choses difficiles et qui sont incapables d'être authentiques, au contraire, qui dans une logique de survie vont dans la posture, etc., et paraître parce que pour compenser par rapport à ce qui s'est passé avant. Et pour les personnes qui sont en général dans des situations émotionnelles épanouies, il y a différentes choses. Tu as le fait d'avoir des parents qui sont épanouis financièrement et qui te rendent épanoui émotionnellement, mais qui sont eux-mêmes, tu vois. Tu as des personnes qui sont extrêmement fortunées, mais qui sont extrêmement authentiques aussi, et qui t'apprennent à être toi, à être authentique, à explorer ta créativité, ta curiosité, à t'exprimer, et qui fera de toi quelqu'un qui sera, et je connais des gens comme ça, tu vois, qui sont naturellement en phase avec eux-mêmes, qui ne sont pas obligés de céder à la pression collective, qui ont des styles de vie qui paraissent un peu farfelus, mais qui sont en phase avec eux-mêmes et ça se passe très bien. Et quand on n'a pas eu la chance d'avoir, parce c'est extrêmement clarifiant les crises, c'est-à-dire que c'est souvent en période de crise que tu réalises que, ouf, qui suis-je, où vais-je, que veux-je, parce que là, ça pique un peu, tu vois. Tu n'as plus le luxe d'être en mode autopilote. C'est clair. Mais c'est pour ça aussi qu'il existe de l'accompagnement, des coachs. Et c'est des choses que j'ai faites justement, que j'ai faites pour les autres, parce que je l'ai fait pour moi-même. C'est-à-dire, j'ai pris le fruit de mes expériences bénéfiques, traumatisantes, enrichissantes, prestigieuses. Et j'ai utilisé tous les frameworks que ces expériences m'ont donné pour analyser d'où je venais, où je voulais aller, et arriver à une méthode qui me permette, même quand je suis perturbée émotionnellement par la vie, par les distractions, par les crises, par les environnements de travail toxiques, de dire, ok, je m'assieds, je suis ce protocole, qui suis-je, qui veux-je être, où veux-je aller, et j'ai la réponse, entre guillemets. Et quand on n'a pas eu la chance, si tant il est que c'en est une, hein, vraiment, de traverser des trucs un peu complexes, la chance c'est qu'il y a des gens qui ont traversé ces trucs complexes pour vous, qui peuvent dire, écoute, je vais te tenir la main, et voilà, step 1, step 2, c'est toi. Et à la fin du processus, est-ce que tu as le sentiment de comprendre mieux où tu as vraiment envie d'aller? Et en général, la réponse est positive et c'est le commencement d'un beau nouveau chapitre. C'est ça, mais et comment mener les gens justement à s'asseoir 5 minutes, parce que c'est difficile, on en a pas beaucoup parlé toi aussi, toi et moi. Il y a très peu de personnes, en tout cas je ne connais pas beaucoup, qui sont conscientes qu'elles ont besoin de s'arrêter d'abord 5 minutes, juste pour se dire, ok, qui suis-je? Où je voudrais aller, et qu'est-ce que je veux vraiment. Quand je dis je veux, c'est ce dont j'ai besoin, parce qu'il y a le vouloir et en avoir besoin. Tu peux voir une chose qui n'est pas forcément bonne pour toi et dont tu n'as pas besoin, c'est pas nécessaire de l'avoir, mais tu le veux. Mais ce sont des questions qui peuvent paraître au niveau existentiel, ça sert à rien. Tu passes toujours pour celle, pas la rabat-joie, mais pour celle qui veut toujours ramener les choses un peu dans le côté un peu comment dire ça, pas dramatique, mais c'est important de savoir, de se poser des questions et d'avoir un début de réponse, parce qu'au final la réponse n'est jamais figée. Qui je suis, bah oui, à 30 ans t'es une personne, à 35 ans t'en as une autre, et ainsi de suite. Mais encore que ce soit cohérent avec celle que tu veux devenir dans 5, 10, 15, 20 ans. Il y en a qui sont un peu comme un peu des éléments, comment on dit ça, électroniques. Pour revenir à ce que je disais, en général, ce sont les crises qui te sont à soi. Hein. Si tu n'es pas quelqu'un de conscient et d'intuitif et connecté, Oprah disait, je crois, que, en général, Dieu, quand on croit en Dieu, il murmure à ton oreille que, tu devrais passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, ouais, mais non. Après, il hurle à ton oreille. Oh, il a crié. Ok, j'ai compris, je vais réfléchir. Après, il te met une claque, tu vois. Et la dernière étape, c'est, il y a un mur de briques qui te tombe dessus. Et ça arrive dans le monde professionnel, ça arrive dans la vie personnelle, où tu sais que la situation, je suis là, je devrais commencer à réfléchir, mais tu es paralysé par le confort, par le côté connu, la société, etc. Mais quand le mur de briques te tombe dessus et ne te laisse plus le choix, que tu sois olé olé comme tu vas t'asseoir d'abord, en fait. Et c'est à ce moment-là que, si tu t'assieds et que tu réalises que mais j'ai pas les outils en moi de me sortir de ce bourbier, tu demandes de l'aide. Et s'il vous plaît, les femmes qui nous écoutent, demander de l'aide, c'est pas un aveu de faiblesse, s'il vous plaît. Parfois, demander de l'aide, c'est même l'acte le plus courageux qu'on puisse faire et le plus noble. Donc, demandez de l'aide. En gros, ayez une Candace dans votre vie, ayez une Perle dans votre vie, ayez une Linda, qui vous aide qui vous disent des choses, qui vous bousculent un peu parfois. Ça va vous faire du bien. Pas forcément sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe, d'étaler votre vie là-bas. Si c'est votre métier, si c'est votre boulot, ok. Ça, c'est encore un autre
un autre métier, mais vous aider à savoir qui vous êtes. Parfois, ce sont aussi nos amis qui nous aident à aller dans ce sens-là, qui contribuent à nous aider dans cette quête de nous-mêmes, parce que derrière, quand il y a une grosse crise qui va vous tomber dessus, parce que c'est ça la vie, hein, c'est cyclique, hein. Il y a des moments où c'est calme, il y a des moments où c'est il y a des moments où c'est encore un peu des deux. Comment j'arrive à retrouver des ressources en moi pour affronter chaque crise qui arrivera? Ça aide plutôt que de se prendre plein de murs comme ça, de se dire il m'arrive que les emmerdes, pour parler un peu vulgairement de guillemets, et j'arrive pas à savoir d'où ça vient et comment m'en sortir. Mais parce que 5 minutes de s'asseoir là, se dire ok, bon, comment on fait? Ben, il y a les coachs qui sont là pour ça, entre autres. Et coucou Joël, si tu nous écoutes, je pense que c'est le cas. Parce que Joël aussi, elle est coach pour personnes timides. Et elle nous explique tellement de choses aussi qui se passent pour les personnes qui, effectivement, ont cette grosse timidité-là. Il y a un impact sur leur vie qui peut être parfois aussi assez catastrophique. Donc, donner de l'aide, effectivement, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Ce n'est pas... Non. Et ce genre d'émission, ça peut vous aider, effectivement, à vous dire ça et à accepter ça. Parce que oui, elle est... Ouais, on peut avoir un parcours exceptionnel, mais avoir aussi besoin de se poser et de se remettre un peu en question, ça permet de mieux avancer, je pense. Effectivement, ça me fait penser à l'émission qu'on a faite avec Joël, je sais pas si tu te rappelles, Linda, sur la force intérieure. Ouais. C'est effectivement, dans les parcours en général, quand on a eu des gros durs, ce que disait Candace, à un moment donné, t'as un mur, tu t'écroules. Moi, ça m'est arrivé, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'étais carrément plus bas que terre, hein. J'ai dû voir un psy à un moment donné, je sais pas honte de le dire, pour me relever, pour à un moment donné trouver le courage de repartir, de reprendre mon petit bâton en mode guerrière et tout ça. Et à chaque fois, je dis aux personnes autour de moi, j'en parle assez librement. Pour moi, c'est pas tabou, mais à chaque fois, les décisions que j'ai prises dans les moments où c'était compliqué m'ont amené à un point à chaque fois. Et c'est vrai que sur le moment, on se dit mince, je suis pas bien, et puis on a presque honte. Et ça, même culturellement, c'est même très africain. Ne pas être bien psychologiquement, c'est comme si c'était la pire chose. Limite, vous allez faire une chose, on va dire, répréhensible entre guillemets, que de dire j'ai un problème de ma tête. C'est fou ça, mais bon, bref, on en parle peut-être un jour. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand la vie ou le Seigneur, pour ceux qui y croient, non, moi je crois en moi. Moi, c'est clairement le Seigneur qui envoie des signes, des trucs. T'es obligé de te poser, effectivement, de te dire, qu'est-ce que je fais? Je peux pas. C'est ça ou la fin de ma vie, quoi, clairement. Et on y va, et avec du recul, c'est effectivement les décisions que l'on prend pour soi, finalement. Pas en fonction de ce que diraient les autres, ce que devraient penser les autres, et puis on se pose et on y va. Et d'ailleurs, la petite histoire, le focus, c'était un peu ça aussi. C'était après l'accouchement de mon 3e, qui était aussi particulier. Bon bref, c'est encore une autre histoire. Et j'ai eu envie de partager, de donner cette force aussi aux femmes en disant, on peut chuter, on peut pas être bien, mais c'est pas un problème, bien au contraire. On peut se relever et aider les autres à le faire, parce que notre parcours, celui de Linda, celui de Joël, celui de Candace, peut inspirer d'autres femmes. Et c'est clairement le message que me faire passer aux femmes, c'est n'ayez pas peur de chuter, n'ayez pas peur de faire des choix du cœur, même quand c'est difficile. Et non mais c'est très beau, quoi, effectivement. Je te rejoins, Linda. Des fois on parle dans des trucs un peu comme ça, un peu. Et puis moi, ce que j'ai envie de dire, je reprends ma casquette de la fille qui oui, on peut tomber, mais on doit se relever. C'est pas qu'on peut, on doit se relever. On doit se relever et on doit trouver les moyens qui nous aident à nous relever. Si c'est des personnes, on doit se relever. C'est pas possible de rester bas. C'est pas possible. C'est inacceptable. Moi, je peux pas concevoir ça. Homme comme femme, on ne peut pas rester en bas. On doit se relever. Comment faire? On doit se faire aider. On peut se faire aider, mais il faut se relever. Je demanderais que Candace nous parle un peu de son activité de coaching. Voilà. Comment ça se passe concrètement pour les femmes, pour les aider? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, parallèlement à la construction de ma carrière, hein, comme je vous ai dit, j'ai commencé entre guillemets au bas de l'échelle, c'est-à-dire aider les étudiants qui veulent aider entrer en école de commerce à être capables de convaincre le jury à présenter leur parcours de manière synthétique et efficace, et puis aider les jeunes professionnels à avoir leur première opportunité professionnelle. Et pendant que je travaillais notamment chez Jumia et ensuite chez Stanford, ou alors quand j'allais faire des interventions, je me rappelle, alors voilà, en général c'est les circonstances de la vie qui me font faire des choix en quelque sorte, c'est-à-dire que moi j'ai mes intuitions, mes préférences, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une espèce de petit ange gardien qui va prendre une situation pour me dire voici ta prochaine mission. Et j'avais été invitée à l'île Maurice pour faire une présentation, un panel et une formation sur l'innovation et la créativité.
Et l'une des participantes, qui était d'origine malienne, une entrepreneure malienne, m'a contacté quelques mois plus tard pour me dire, je me rappelle de votre intervention, j'ai beaucoup apprécié, mais la question que je vais vous poser, c'est sur votre personal branding. Comment est-ce que vous arrivez à vous positionner comme experte, consultante, speaker, avoir cette notoriété et puis savoir ce que vous devez choisir pour vous positionner, en fait. Et c'était pas la première fois qu'on me posait cette question, et je me suis dit, mais les gens me posent cette question, mais j'en sais rien. Moi, je fais pas de personal branding, quoi. Moi, je suis dans l'e-commerce, un peu le coaching de carrière, mais c'est compliqué, son truc. Et puis, j'entends une voix qui me dit, mais pourquoi tu fais comme si tu ne connais pas la réponse? Je dis, mais pas la réponse. Et après, j'ai eu une inspiration. J'étais dans un hôtel à Abidjan, et elle m'a contacté pour la deuxième fois. J'ai pris un bloc-notes qui était sur le chevet de l'hôtel, là. J'ai dit, mais comment même j'ai fait, en fait, pour passer de consultante anonyme à Paris à la couverture de Forbes Afrique et à faire des interventions aux Nations Unies et à l'île Maurice. Et j'ai commencé à écrire des étapes, etc., etc. Et en fait, j'ai fait, mais ouais, c'est vrai que j'ai une méthode, c'est juste que je savais pas et tout. Je me rappelle la fille, je dis, ok, j'ai une réponse à ton message, mais je vais te donner la réponse, mais en échange, je veux que tu me promettes de me donner un feedback honnête sur est-ce que ça te paraît utile, est-ce que ça t'aide, comment ça t'aide. Alors je lui donne ma méthode, je fais d'abord ça et après tu fais ça. Elle me dit mais c'est génial, mais j'y vois plus clair. Maintenant je vois, c'est moins confus, je vais faire ça, super. Et c'est comme ça que je me suis dit mais en fait il faut que je partage à plus de personnes. Et la prochaine intervention qu'on m'a proposé de faire dans une conférence pour femmes, on m'a donné le choix libre de ce que je voulais présenter. Et j'ai fait cette présentation qui était à mi-chemin entre savoir qui on veut devenir professionnellement et une fois qu'on le sait, savoir comment dire au monde la nouvelle personne qu'on est professionnellement sans avoir un syndrome de l'imposteur, mais de manière complètement synthétique. Et pourquoi ça ne bouffe pas toute la conversation, si les auditrices écoutent, elles peuvent simplement aller sur mon site web www.candaceandcode.com/hello H-E-2-L-O, et en gros le premier menu, c'est en anglais pour le moment, je vais traduire dans quelques mois quand j'aurai le temps, mais je sais que beaucoup parlent anglais quand même. Il y a un onglet qui est mis en surbrillance qui s'appelle Career Clarity Gift. En gros, c'est un petit exercice que j'offre en cadeau aux femmes qui leur permet d'aller se poser les questions, la séquence de questions que je me suis posée à chaque carrefour professionnel. Je me suis dit, bon, c'est bien d'être appelé à Yaoundé, qu'on me paye des billets d'avion pour parler sur des plateaux et tout, mais je veux aller ailleurs, mais quel est cet ailleurs, tu vois? Et cet exercice, cette méthode que je leur offre, leur permet de refaire l'exercice par lequel je suis passée, qui m'a permis de trouver mon prochain dream job et de continuer d'avoir ce rayonnement en fait que j'ai eu, non pas parce que je suis la plus intelligente, mais parce que j'arrive à suivre mon cœur à chaque fois. Donc candacecott.com/hello. On demandera à l'équipe de mettre le lien dans le replay qui va être disponible normalement à Twitter. Ça, on mettra tous les liens que tu nous enverras et ça sera beaucoup plus rapide pour les personnes de te contacter également. Même sur LinkedIn, je crois que tu es aussi assez réactive aussi sur LinkedIn. Exactement, ouais. Pas Twitter, hein, n'hésitez pas Twitter, ça sert à rien. Je vais une fois tous les 3 mois, c'est bon quoi. Donc on mettra. Puis, ce que moi je retiens aussi beaucoup, c'est que dans tes mots, malgré avec tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas encore faire, parce que moi je suis sûre que tu vas arriver très très loin, encore beaucoup plus loin, on sent surtout le côté advocating for, tu vois, tu te mets à la, oui c'est ça, comment dire, au service des personnes, tu te mets pas en j'ai fait ci, suivez-moi, j'ai la vérité, non, tu es vraiment en mode ça a marché pour moi, ça pourrait peut-être marcher pour vous, je partage ça avec vous et après on personnalise selon votre parcours, selon votre appétence, selon qui vous êtes, selon qui vous voulez être et puis ensemble on avance. Et c'est ce que moi j'adore effectivement, c'est vraiment en parfait matching avec ce que le média The Focus, on essaie justement on martèle, c'est le message qu'on martèle depuis qu'on fait l'émission Focus sur, c'est on n'a pas la prétention d'être des parcours, d'avoir des parcours d'exception seuls. On sait que toutes les femmes ont des parcours sont exceptionnels à leur façon. Il faut juste qu'elles sachent ça et qu'elles sachent plutôt se mettre dans cette quête d'exceptionnel là. Et nous, on partage justement avec les invités tels que toi aujourd'hui les parcours que ces personnes-là ont eu pour peut-être permettre à celles qui l'ont aussi, mais qui ne savent même pas qu'elles sont exceptionnelles, que finalement, comme toi tu dis, là, que tu as écrit la méthode, tu en avais une, tu savais même pas que tu avais une méthode. Donc à travers les petits retours d'expérience qu'on partage tous les dimanches 15h30, mais pas que, qu'elles se disent mince, effectivement, je me retrouve dans ça, et donc moi je suis exceptionnelle. Donc c'est pas prétentieux, c'est juste rendre à César ce qui est à César. Faut qu'on trouve une autre formule pour ça pour les femmes. Hein.
hommes, mais tu vois, on va battre, il y a quelque part. Non, mais c'est vraiment l'idée, et c'est ça l'essence même de l'empowerment. C'est pas, moi j'ai beaucoup de réserves sur la notion de sauveur qui a su sa montagne et qui dit venez à moi, j'ai la science infuse et puis j'ai tout compris à la vie et vous aurez toujours besoin de moi. C'est plutôt donner aux gens les outils pour se délivrer, pour se sauver et à leur tour aider d'autres personnes à se sauver. C'est comme ça en fait que tu peux avoir le développement dans une société. C'est pas en concentrant le pouvoir et les outils chez une personne, c'est en étant dans... En tout cas, ma conviction, c'est que c'est en étant dans la transmission, parce que je suis aussi celle que je suis aujourd'hui, parce que d'autres ont eu la générosité de transmettre. D'ailleurs, c'est aussi venu du fait que quand j'étais à l'université de Yaoundé 2 Soa au Cameroun, qu'on appelait affectueusement la Chine populaire, pour des raisons, voilà. J'étais fauchée. C'est l'histoire de mes études, j'étais fauchée. Je faisais fauchée, mais du coup, il y avait beaucoup de mes copines qui étaient très sexy, qui étaient déjà très dans les vibes de Beyoncé, etc., qui avaient des prétendants qui étaient fortunés ou alors qui étaient dans de belles entreprises de la place et qui nous bluffaient. Quand tu es étudiante fauchée, un gars t'emmène manger même le poisson braisé, il a tué, quoi, tu vois. Donc, il y avait ces jeunes cadres dynamiques qui avaient des petites voitures de service Peugeot climatisées avec le logo de l'entreprise sur le côté, là. Ils nous bluffaient à l'époque, là, comme si, mais c'était terrible, tu vois. Et moi, j'étais curieuse, tu vois, j'avais aucune visibilité sur mon avenir étudiant de droit, voilà. En gros, je demandais pas ça comme ça, mais je voulais savoir comment est-ce que de là où je suis, je peux arriver, je pourrais aussi, c'est très inspirant, en tout cas, ça te donne envie, comment est-ce que je peux arriver là-bas. Mais, quel que soit leur âge, leur niveau de seniorité, etc., ils étaient mystérieux, je reste même poli, mais très... I woke up like this, tu vois, genre, il est comme ça, je veux dire, c'est moi, tu vois. C'est pas de ma faute. C'est pas évident, tu vois, quand on va en mission à Paris de temps en temps, comme nous on connaissait pas la route de Paris, on avait fait comment hey, Paris, le métro, ouais, non, tu vois. Donc il y avait cette volonté, et je trouve que voilà, ça reste un peu dans notre culture. Tu vois, autant dans la culture américaine, il y a la culture du storytelling, de c'était dur, et puis j'ai fait ceci, etc. Autant chez nous, on a encore cette culture un peu de, il faut créer la distance pour maintenir une aura. Il faut créer le mystère. Il faut dire, si tu sais comment je suis arrivée ici, tu vas plus me prendre au sérieux. Ce que je trouve dommage. Donc, je fais vraiment, j'essaie de me faire l'avocate de la générosité, de la transmission. Si tu dis comment tu es arrivé là-bas, ça ne t'enlève rien, en fait. Au contraire, tu fais grandir ton écosystème et tu crées un cercle vertueux qui ne peut que t'être bénéfique, même indirectement. Non, mais machin, là, t'es même trop tendre, hein. Les gens disent qu'ils ont peur que leur parcours soit minimisé. Il y en a qui ne veulent même pas que tu arrives à leur niveau. Oui, c'est même ça, c'est le mauvais cœur. Mais bon, comme on est en mode manque de légitimité. Souvent, il y a des gens qui ont des complexes aussi, et ça, c'est des choses qu'il faut régler à l'intérieur de soi-même. On revient encore à ça, la connaissance de soi. C'est là parce que la personne, quand tu sais où tu vas arriver et que tu sais ton objectif, ta gare, c'est ça, la destination, tu es à ta tête, ta destination. Si notre destination, c'est la gare plus loin, pourquoi tu l'as empêché d'arriver plus loin? Ah, mais pourquoi tu te plains? Pourquoi? Et le fait de dire, c'est pas parce que tu vas aussi dire à quelqu'un ce que toi tu as vécu que la personne va forcément vivre la même chose que toi. Elle va forcément arriver au même niveau que toi. Elle peut arriver plus bas ou plus haut. Et puis finalement, ça veut dire quoi? Plus bas, plus haut. Quand on sait qui on est, là où on va arriver, on peut chez l'autre d'eux. Et ça, il y a beaucoup. Après, je suis un peu en mode aujourd'hui, un peu moins dans le côté positif, parce que j'essaie de faire comprendre que oui, je reste positive, mais je reste aussi, entre guillemets, réaliste et pragmatique. C'est difficile, même nous, femmes, entre nous, les femmes, de trouver, c'est pas des bisounours, hein, c'est pas toutes les femmes qui pensent comme ça. Qui pensent dans le côté où, empowerment woman, ensemble, on fait ensemble, on avance. Nous, on est dans une recherche, on les cherche à la loupe, ces femmes-là, avec qui, de manière vraiment très honnête, au-delà des égos, de je sais pas trop quoi, de se dire, ok, j'ai eu mal ici et là, voilà comment j'ai réussi à me relever en faisant ça. Partager ça avec des personnes en face qui nous écoutent, qu'on a très peu, parce qu'elles veulent pas que leur, comment dire, brillance, là, le côté un peu, je suis trop high, ce soit un peu entassé par le côté, et qui est toi, si tu as fait ça finalement, oh, donc toi tu es comme nous aussi. Oui, c'est justement la puissance de ce métier, c'est, on est toutes, on y met pareil, encore faut-il qu'on se donne
qu'on soit consciente de notre potentiel, de notre force intérieure pour arriver encore plus loin que ce que Père l'a fait, parce que Père est l'inspectrice de trésor, machin. Oui, moi je peux faire pareil, même mieux qu'elle, mais pas dans le côté où t'as qu'à être en bas, moi je monte. Hein. Non, c'est Père, comment t'as fait ça? Par où tu es passé, c'était dur, comment t'as fait ça? Comment m'éviter de vivre les mêmes difficultés? Comment est-ce que tu peux m'aider? Et Père, elle est vraiment open pour faire ça aussi, pour te dire, ok, moi il y a eu ça, je préconise que, mais attends de voir. Il y a très peu de femmes, de modèles femmes, en tout cas africains, moi j'en ai pas beaucoup, j'en connais pas beaucoup, on les cherche à la loupe, ils sont capables de se dire ok, on y va, mais bon. Après, il y a aussi une chose que l'on doit apprendre, parce que j'ai eu la chance d'être des différents côtés de la barrière. Il y a aussi certains d'entre nous, dans nos communautés, ont une approche aussi très mercantile, calculatrice, intéressée de je veux, donne-moi, qui est aussi très difficile à vivre en fait en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'on a souvent le sentiment que, bon, comme Père est là-bas, bonjour Père, tu me connais de nulle part, etc. et tout ça, est-ce que tu peux corriger mon CV, est-ce que tu peux me trouver un boulot dans ton département, est-ce que, et c'est quand même très violent. C'est-à-dire que quand on est un être humain, qu'on a une vie, qu'on a du travail, qu'on a souffert pour arriver là où on est, avoir quelqu'un qui sort de nulle part et qui se sent entitled, et ça passe souvent notamment par les réseaux sociaux et LinkedIn, ça donne une espèce de fausse impression de ah mais je t'ai vu donc je peux te demander en fait et tu dois me donner, tu vois, qui n'est pas saine. On n'a pas encore tous appris l'art de bâtir, construire, nourrir une relation. Et maintenant, dans le contexte de cette relation-là, de manière relativement naturelle, organique, il y a des faveurs qui peuvent se faire, des coups de pouce qui peuvent se faire, etc. Ou alors, même si tu veux accélérer le processus, souvent le meilleur moyen, c'est d'apporter de la valeur. On est des êtres humains, hein, c'est-à-dire que mine de rien, on va être beaucoup plus ouvert à apporter quelque chose à quelqu'un qui sort de nulle part parce qu'on a le sentiment que on est vu par cette personne nous apporte de la valeur ou un feedback positif ou que sais-je, ou est très, je dirais, genuine, c'est-à-dire pas calculé en fait dans sa démarche, tu vois, parce que on ne réalise pas que les personnes qui sont de l'autre côté, qui ont des postes de responsabilité ou une certaine visibilité, des emails, des coups de fil ou des commentaires comme ça, tu en reçois des douzaines à la semaine, voire beaucoup plus. Et en tant qu'être humain, on finit par se sentir comme une vache à lait qu'on essaye de traire sans cesse. Mais les gens veulent juste m'utiliser. Je suis généreuse, mais les gens veulent juste m'utiliser. Ils s'intéressent pas à moi. Ils réalisent pas que ce matin, j'étais encore en dépression, que c'est dur, que je me pose des questions, etc. Ils veulent juste me dire, Candace, s'il te plaît, comment on fait pour travailler aux Nations Unies? Tu vois ce que je veux dire? Non. Je pense que pour les femmes qui ont un certain rôle et qui ont des choses à partager, c'est important d'être dans cette générosité-là, mais de la même manière, personne ne vous doit rien. Et c'est à vous à la personne qui est dans le besoin, d'avoir la démarche qu'il faut pour créer une relation saine, sur des bases saines, sans tout de suite être « Ah, j'ai vu Candace, il faut qu'elle m'aide. » Pourquoi est-ce qu'elle t'aiderait? Sur le temps, c'est pas... Exactement, elle sacrifie son temps, qu'elle aurait pu faire autre chose, etc. Donc il y a un juste milieu, il faut qu'il y ait de la générosité, quand on se sent généreuse, hein. Si on se sent pas généreuse, bon voilà, tant pis, il faut... On n'aura jamais rien aussi, hein, c'est toujours facile. Exactement, mais de l'autre côté, il faut se dire que même si c'est à Aliko Dangote que vous écrivez, les gens aiment être perçus comme des êtres humains en fait et pas nécessairement comme des vaches à lait. Donc il faut parfois avoir un peu de patience, voilà, si vous appréciez vraiment quelqu'un, prenez le temps juste de nourrir et d'exprimer cette appréciation là plutôt que de dire que bon voilà. Je pense que ça c'est bon à savoir aussi. Donc ça c'est aussi culturel. Hein. Là, enfin, je pense qu'au niveau d'Afrique, c'est même là c'est le travail, des gens qui t'appellent, te demandent, jamais prendre des nouvelles, comment tu vas, demandent de l'argent, ils demandent parce que avec en mode tu dois, c'est mieux de dire est-ce que tu peux machin, tu dois, donc imagine même que tu dises non. Et ouais, mais il y a du travail, il y a beaucoup de travail de ce côté-là. Et après, si je fais pas, elle se prend pour qui? Elle me répond pas. Ceci, machin. Non, la personne en face, t'as eu le courage parce qu'il faut aussi un courage pour demander ça, même si ça c'est fait de manière un peu parfois. Moi, je me rappelle, j'ai une petite anecdote parce que vous savez, mine de rien, 1 heure qu'on se parle, mais il y avait une anecdote comme ça, parce que je suis ancienne de l'INSEC, je suis aujourd'hui mentor pour My Job Glasses, une start-up qui est en train de monter,
a même levé pas mal de millions d'euros il y a quelques temps. Et on accompagne justement les étudiants actuels d'écoles de commerce, mais pas que, en répondant à leurs questions. Donc, typiquement, il y a un profil en tant que professionnel aujourd'hui qui est sur My Job Glasses, que j'ai mis mon profil. Ils lisent et quand ils sont un peu, on va dire, intéressés par ce que je décris, ils me contactent. Ils demandent si je peux avoir une petite heure pour répondre à leurs questions et tout ça, machin. Et moi, comme j'aime beaucoup faire ça, donc du coup, j'ai passé pas mal de temps à le faire, et encore aujourd'hui. Et je me rappelle d'une étudiante en particulier, là, j'ai reconnu l'école de commerce pure, la chasseuse, la commerciale chasseuse. Tu sais, j'ai un objectif bien précis, mais sans le côté humain. J'ai des process. Je demande si je veux ça, je veux ceci, est-ce que tu peux? Si tu fais ça, c'est parce que j'ai, moi, cet intérêt-là. Donc, elle a occulté l'aspect effectivement humain. Du côté où, ok, je suis plus âgée qu'elle, mais il n'y a pas si longtemps, j'étais à sa place. Donc, oui, tu as un objectif. Oui, l'école te demande d'avoir des rapports avec un contact avec des professionnels parce que tu dois rendre un rapport de stage, whatever, je sais pas trop quoi. Et elle était très en mode poussive, quoi. Limite, tu dois me le faire. Et la Linda, il y a 7-8 ans, je crois que je lui aurais ou pas répondu, ou j'aurais juste envoyé dans, voilà, j'aurais pris ma casquette de la grande sœur qui va te un peu avant de te dire que ma fille, assieds-toi d'abord. Je me suis dit, bon, avec du recul, je dis elle est vraiment dans la logique du commerce, l'école de commerce qui te dit que voilà, va chercher ce que tu veux. Et je lui ai écrit, déjà avant d'idée de 1, on ne parle pas comme ça, si je peux me permettre, donc je reste dans le pouvoiement. Et donc, en lui disant que c'est pas comme ça qu'on écrit à des personnes, une autre personne, peut-être moi, on va dire, l'autre Linda aurait mal réagi. Je lui ai dit que ça se fait pas, et voilà ce que je te propose de. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, alors, il y a deux options. Soit elle me répond pas et elle me dit pour qui je me prends, soit elle me répondra, en tout cas je l'espérais, et elle s'excusera de la manière dont elle s'est prise pour me contacter, et me remerciera peut-être. Ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Et c'est ce qu'elle a fait. Et j'ai trouvé ça très beau parce que je me suis dit, j'espère au moins avoir aidé cette petite à ouvrir, enfin, cette jeune femme à ouvrir les yeux, à se dire, ok, je vais peut-être changer ma manière de contacter les personnes parce que ça se trouve, c'est peut-être pour ça qu'on m'a dit non aux 3 précédents messages, mais que les messages n'ont pas été, comment dire, on lui a pas dit pourquoi ils n'ont pas répondu ou bien pourquoi ils n'ont pas aimé le message. Moi, je dis que j'avais pas aimé, j'avais pas apprécié comment elle avait fait parce que je pense que dans les rapports humains, peu importe les rapports humains, peu importe le degré, le niveau de je sais pas machin, peu importe Aliko Dangote ou le président, peu importe, c'est une personne. Je pense que c'est quand même important, sans un peu de temps, de répondre à la personne qui t'a envoyé un mail ou un message juste pour dire oui ou non. Et si tu n'étais pas d'accord avec ce message-là, comment ça a été fait, de lui dire aussi que je n'étais pas d'accord avec ça. Et c'est aussi ça aussi construire une relation. Et cette jeune fille, elle m'a remercié. Elle était contente parce que non seulement elle avait en plus une espèce de template là qu'elle pouvait ensuite modifier pour les anciens trucs, mais pour les prochains messages qu'elle avait envoyés, mais elle était vraiment contente et s'est excusée d'avoir fait ça. Et je pense que c'est important, c'est une relation comme tu disais qu'on a effectivement qui se crée et c'est sur le long terme aussi quoi. C'est comment tu vas, j'ai aimé tel ou tel passage ou conférence que tu as faite, j'espère que tu vas bien. C'est des petits mots bêtes comme ça. J'espère que tu vas bien. Comment vas-tu aujourd'hui quoi? C'est juste ça, mais on perd ça et j'en reviens encore à l'histoire des RS quoi. C'est ça. Si je t'ai vu à ligne sur une vidéo qui tourne là-bas, donc je te connais aussi. Donc quand les autres te tutoient, moi je te tutoie et puis je te vois des DM. Bon, pourquoi pas, mais bon, c'est il y a encore beaucoup de choses. C'est un peu les choses, ça transforme la perception et d'ailleurs je trouve très très atypique et même c'est même beau ce que disait Candace, elle a réussi à vraiment se détacher de tout ça par avoir une pression des réseaux sociaux à dormir à 21h30 de vendredi. Enfin moi je trouve ça beau parce qu'aujourd'hui les jeunes femmes même moins jeunes sont clairement happées par ce côté image, les réseaux sociaux et compagnie. En même temps, à leur décharge, avec tout ce que les marques ont mis comme moyen, comme, on va dire, ouais, argent qui a pâte, qui donne envie, et puis chacun va se prendre du gâteau. Bon, c'est un sujet d'une émission, mais et c'est dommage pour certaines générations. On va perdre beaucoup de choses avec cette génération si on n'arrive pas à recentrer finalement les choses sur l'essentiel, sur l'humain, effectivement.
Non, mais il faut garder espoir parce qu'il y a de tout en fait. Il y a de tout. Dans toute génération, tu as ceux qui sont à fond. C'est comme dans la cour de récré. Il y a celles qui, moi je me rappelle quand j'étais adolescente, dès 14 ans, certaines commençaient à avoir leur petit copain. Alors quand est-ce que tu es ton copain, je sais, mais j'ai pas envie d'avoir un copain. C'est pas que j'étais intrinsèquement contre l'idée d'avoir un copain, parce qu'il y a personne qui m'intéressait, donc j'étais plus intéressée par mes livres. Voilà, j'étais un petit dans ma bulle. Et il y avait d'autres personnes comme moi. Donc je pense que derrière chaque phénomène un peu abusif, exagéré, mal contrôlé, il y a toujours une petite minorité de personnes, parfois éclairées, hein, parfois dans l'obscurité, ça dépend du point de vue dans lequel on se situe, qui restent indépendants. Et c'est ce qui fait que notre monde continuera d'évoluer avant, après les réseaux sociaux, je pense. Ouais. C'est belle parole. Est-ce que vous avez peut-être un autre mot de fin par rapport à 2-3 astuces ou si on pouvait... Moi, j'ai un mot qui est beaucoup retenu pour pouvoir permettre à des femmes comment trouver un petit havre de paix quand on a une vie un peu effrénée, c'est de se connaître soi-même et puis au final faire les choses avec le cœur. Ça, c'est beaucoup revenu. Ça, du coup, moi, c'est ce que je retiens beaucoup de tous les échanges qu'on a pu avoir avec toi, Candace, aujourd'hui. Je sais pas si Père, toi, t'en as un en particulier ou une phrase ou je sais pas, un petit mot de fin. Ouais, qui reviendra, c'est sûrement ce qu'elle a dit sur le fait de s'écouter et des fois tous les signes que la vie nous envoie, voilà, d'être à l'écoute un peu de tous ces petits moments, ces petits chocs, ces petites claques là qui quelquefois nous secouent, mais au bout il y a quelque chose, pas forcément d'extraordinaire ou peut-être d'extraordinaire également, mais il faut pas avoir peur d'y aller et de prendre des décisions. Moi, c'est ce que je retiendrai. Et je trouve, une fois de plus, sans te jeter des fleurs, t'as un profil vraiment très atypique et très inspirant pour les femmes. Et c'est très bien qu'il y ait aussi des médias comme le Focus qui mettent l'accent là-dessus. Il n'y a pas que le côté, voilà, comme on dit un peu ton parcours exceptionnel. Il y a la femme derrière et très inspirante. Et pour moi, certainement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais aller cliquer sur ce fameux test parce que moi, j'ai hâte aussi de faire mon petit plan et j'ai besoin, j'avoue, voilà, toute personne en ce moment, de me poser et de voir où je vais. Et donc, je vais le faire avec plaisir. Et j'invite nos auditrices et auditeurs à aller le faire. C'est important. Mais vraiment, moi, j'ai vraiment adoré cette petite séance d'échange très, très enrichissante. Merci. Merci beaucoup. Mais juste de manière très synthétique aussi, sans être très high level comme on dit, quand on est dans une période de confusion, qu'il y a tout qui va très vite, etc. Moi, ce qui m'aide, c'est le truc classique, sortir des réseaux sociaux. Je réponds pas aux messages, les Instagram, les Facebook, les gens comprennent pas, mais avec le temps, ils finissent par respecter. En tout cas, les gens importants me respectent. Je regarde pas WhatsApp avant 13 heures. S'il y a une urgence, je sais qu'on va m'appeler, donc il n'y a pas de problème. Je désactive les notifications. J'essaye de faire le ménage chez moi parce qu'en général, quand c'est le bazar chez soi, ça veut dire que c'est le bazar dans sa tête et on n'a pas eu le temps de s'occuper de soi. Et j'essaye de me coucher tôt. Après, la version extrême, c'est moi qui pars faire des retraites silencieuses à l'autre bout du monde pendant 10 jours où j'ai pas de téléphone, pas de livre, pas de rien. Mais la version locale où je suis occupée, mais j'ai une famille, j'ai machin, c'est couper ces petites choses-là. C'est éteindre, mettre son téléphone en mode avion toute une journée le dimanche ou que sais-je, etc. Et jusqu'à ce que l'on retrouve la clarté. Parce que notre intuition nous parle à tous et tout le temps. On dit qu'il y a des personnes qui sont intuitives, il y a des personnes qui ne sont pas, c'est faux. On a tous une intuition, on a tous une petite voix qui nous parle. Mais certains d'entre nous ont beaucoup de bruit dans les oreilles, dans la tête, dans trop de vie sociale, trop de distractions, qui ne leur permet pas parfois d'aller vers cette essence-là. Donc ces petites astuces, ça aide à s'y rapprocher. Et si on n'arrive pas à toucher le nœud du problème, il y a des gens comme moi qui peuvent aider. Je ne rajoute rien du tout sur ces belles paroles inspirantes, enrichissantes. On va rendre l'antenne parce que ça fait plus d'1 heure qu'on se parle. J'espère que vous avez passé un aussi agréable moment que nous. En tout cas que moi, je vais parler à la place de Père. Mais merci encore Candace pour ces échanges fructueux et très très enrichissants. Merci. Et on vous dit merci aussi à tous d'être plus nombreux à nous écouter et à regarder le replay de cette émission qui sera disponible normalement 48 heures, dans moins de 48 heures ou maximum 48 heures pardon. Et c'était pour une petite dernière avant les vacances parce que ça y est, on va on va avoir un petit répit d'1 mois. Donc malheureusement, on ne sera pas là tout le mois d'août, mais on va revenir plus en forme avec Joël, Père aussi, en septembre pour des nouveaux directs sur Focus sur l'émission. Et on vous dit merci encore de nous suivre dans l'univers de la femme, de la mère et de la pro. On va rendre l'antenne. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.